Bonjour Justine, ça va? Bonjour Maria, bien et toi? Oui, merci. Je suis très contente de t'avoir comme invitée sur ma chaîne YouTube aujourd'hui parce que je sais qu'avec ton expertise du métier d'une banquière, tu peux apporter plein de valeur ajoutée à toute personne, toute entrepreneuse qui nous écoute et toute la personne qui cherche des conseils, comment on peut négocier avec une banquière. Est-ce que tu veux nous dire, quelques mots, de ton parcours, de ton éducation? Comment ça se fait que tu es devenue une banquière? OK, bah, tout d'abord déjà merci de m'avoir invitée. Moi j'ai fait une école de commerce et j'ai fait une spécialisation ensuite en gestion de patrimoine et donc aujourd'hui ça fait un peu plus de 10 ans que j'exerce, le métier de banquier, et je l'ai réalisé dans 2 établissements bien différents parce que j'ai commencé, ma première expérience dans le métier de la banque de détail, en tant que conseiller patrimonial et j'ai fait donc, ma deuxième étape, dans une banque un peu différente qui est donc une, banque privée, où on est spécialisé sur des patrimoines, financiers, plus conséquents. Donc j'ai vu les 2 métiers, bien différents. Super, et donc, tu es maintenant responsable de clients individuels ou ce sont les clients, comme, les entrepreneuses, donc, quelqu'un individu mais qui a besoin d'un compte professionnel? De quoi a besoin en fait une entrepreneuse pour pouvoir, bien gérer, son argent? Alors, moi dans mon activité, moi je suis spécialisée sur la partie vraiment privée, mais c'est vrai qu'au quotidien, j'accompagne, des chefs d'entreprise, des dirigeants et c'est vrai qu'on a souvent un rôle de binômat avec le banquier entreprise. C'est quelque chose qui est assez classique, dans toute banque, c'est-à-dire que chacun a sa spécialité. Le banquier entreprise vraiment pour la partie, société et le banquier privé pour, toute la partie privée, même si on sait très bien que des fois, les sujets sont un peu, à cheval, mais on arrive très bien à fonctionner avec ce rôle de binôme-là. Donc moi, je suis vraiment sur la partie purement privée. Très bien, et est-ce que tu peux, me dire, imaginons que moi je suis une entrepreneuse qui, veut savoir mieux gérer, son argent, l'argent, perso, l'argent pro et en fait, je ne sais pas si je dois faire un appel à quelqu'un pour m'aider à gérer cet argent et optimiser les flux ou, je sais pas, peut-être tu peux me recommander déjà, 2 techniques qui sont simples à appliquer, à la maison. Alors, ça dépend un petit peu de l'activité, c'est-à-dire que si on est, dans une création de société et que l'activité est pas encore, tout à fait définie, on peut tout à fait mélanger, le privé du professionnel et créer des comptes un petit peu, à part. Lorsqu'on a vraiment une activité qui commence à bien se développer et qui est bien définie, dans ce cadre-là, on ira en fait, se diriger vers un banquier entreprise qui ouvrira un compte société et qui vraiment isolera, les flux, de la société des flux, privés. Le but est vraiment de ne pas mélanger, heu le privé du professionnel et de pouvoir apporter des conseils bien différents en fonction des besoins que peut requérir, le l'accompagnement du dirigeant et l'accompagnement du dirigeant dans sa partie, personnelle. OK, et donc comment je peux faire pour se sentir en sécurité, même si je suis à mon compte? Donc, je n'ai pas de revenus réguliers. Alors excuse-moi, j'ai pas entendu la première partie de ta question. Comment puis-je me sentir en sécurité financière, même si je suis à mon compte, donc mes revenus ne sont pas réguliers à la même. Alors, le conseil d'un banquier sera toujours de, pouvoir, constituer petit à petit, un matelas de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs classes, d'épargne. C'est vrai que lorsqu'on se lance, à son compte, c'est une nouvelle activité et puis c'est une prise de risque qui est assez conséquente. Donc on conseille en fait par précaution, heu soit en amont si on peut le faire, préparer un petit peu ce projet-là et constituer petit à petit une épargne pour que justement en cas de coup dur, on puisse, y pallier ou alors si c'est possible, dans le cas d'une création, ben d'essayer de dissocier, d'avoir, ce matelas de sécurité qui est prévu. Un matelas de sécurité, il a pas de montant un peu, défini. On ne peut pas dire que c'est 20 30 40 de revenus. C'est vraiment en fait,
en fonction, de vos besoins, de, vos objectifs et de se dire: «Bon, bah, voilà, avec combien moi je suis à l'aise» et de me dire s'il se passe quoi que ce soit demain, j'ai de quoi pallier. Ça peut aussi être, très clairement, de pouvoir identifier les personnes avec lesquelles on va pouvoir être en confiance si on a besoin demain, d'avoir des cautions, d'avoir des relais, des choses comme ça, pour lesquelles, bah, les banques puissent, s'appuyer également. OK. Hem, est-ce que quand même je pourrais, calculer, par exemple, mes dépenses, réguliers, personnelles plus professionnelles, donc ça fait, 10 000 € par mois. Donc, le matelas, ça doit être, je sais pas, 3 fois 10 000 pour être sûr que 3 mois, j'ai de quoi vivre. Qu'est-ce que tu me conseillerais? C'est vraiment, un juste milieu personnel. C'est-à-dire que la personne qui est très dépensière, on lui conseillera forcément, d'avoir un matelas de sécurité, plus conséquent. La personne qui, fait plus attention, qui est plus précautionneuse et qui, a moins d'imprévus dans son quotidien. Enfin, ça c'est moi, je peux donner un chiffre, mais ça enfin, faut que ça parle à chacun et ça dépend vraiment, bah, des revenus et des dépenses qu'on a en face et du train de vie qu'on a en face. OK, super. Donc c'est au cas par cas qu'il faudra s'asseoir, Tout à régler fait. le budget, les dépenses et les revenus potentiels et aussi combien on a déjà économisé. Oui. Super. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que je fais avec l'argent qui arrive? Est-ce que je dois, investir tout dans mon entreprise ou tu as des conseils, aussi pour diversifier les économies que j'ai déjà créées. Ça dépend un petit peu du stade de l'avancement de la création de société. C'est-à-dire que, on a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, qui vont massivement en fait, mettre tous leurs revenus, dans le développement de leur société. Heu, c'est si c'est possible, c'est bien effectivement d'aller diriger une partie aussi, dans de l'épargne plus personnelle, mais c'est on va dire que ça dépend un peu de l'étape, dans lequel l'entrepreneur se situe. Si on est vraiment à titre d'exemple, sur un entrepreneur qui est déjà installé depuis des quelques années et qui aujourd'hui a des revenus assez stables, on va pouvoir le préconiser donc à partir du moment où le matelas de sécurité a été constitué, d'aller vers une épargne un petit peu plus diversifiée pour que justement, il a déjà investi dans son activité professionnelle, il puisse aller investir, dans des choses un peu différentes, avec des prises de risques un peu différentes, qui lui permet de générer toujours, des revenus, mais en ayant on va dire, une diversification et de se dire que si demain il se passe quoi que ce soit, en fonction de l'activité, ça nous permettra de pallier aux besoins. OK. Donc, quels sont les exemples d'un instrument financier et qui peut m'aider à investir mon argent, selon les risques différents? Pour commencer, on a tout ce qui est épargne réglementée qui va pouvoir répondre aux critères de matelas de sécurité, donc tout ce qui est livret A, livret développement durable, ce sont en fait les poches, de sécurité qui vont nous permettre d'avoir les liquidités entièrement disponibles, même si c'est faiblement rémunéré. On estime qu'on est sur une période de courte durée d'investissement et donc c'est OK par rapport au rendement que ça va apporter en face. Dès lors qu'on a un peu plus de visibilité et de souhait d'investissement sur un horizon moyen terme, moi, que je qualifie au moins de 3 4 ans et de long terme supérieur à 5 6 ans, on va pouvoir aller se diversifier sur des classes d'actifs un peu plus, risquées, qui vont nous permettre des rendements un peu plus conséquents. Donc ça peut être, aller vers, des actions si on est plutôt sur du risque, de la partie obligataire et monétaire si on est sur quelque chose de plus équilibré. On peut aller sur des classes d'actifs comme, l'immobilier, vous pouvez aller investir donc sur de la pierre papier et après il y a plein d'autres classes d'actifs différentes. Ça sera en fonction de vos connaissances du marché, et de vos souhaits de prise de risque pour diversifier ces investissements-là. Et ça dépend de quoi en fait, quelle doit être, la façon qui me permet à choisir quel instrument est le mieux pour moi? Alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est, heu, l'entrepreneur qui va venir nous voir, il faut qu'il nous dise: «Voilà, j'ai
cet horizon d'investissement-là parce que derrière, il faut que je l'injecte dans ma société ou je veux acheter un bien immobilier et du coup, il nous donne tout de suite son horizon d'investissement, de 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ensuite, après, on va adapter la solution en fonction de la fiscalité, des objectifs plus personnels, constituer sa famille, transmettre, gérer un petit peu de manière plus, équitable avec des mandats plutôt, de socialement responsables. Enfin voilà, il y a plein d'objectifs, différents qui vont pouvoir permettre d'y répondre. Mais la première question qu'on va vous poser, c'est: combien de temps on va pouvoir avoir pour positionner vos liquidités et quels sont vos objectifs à vous? C'est pas nous qui allons déterminer quelle est la meilleure solution, c'est vous qui allez nous le dire. Très bien. Et est-ce que tous les banques, peuvent me proposer, les mêmes produits financiers ou ça dépend de la banque? Ça dépend un peu de la banque, c'est-à-dire que, en fonction vous avez des banques plutôt, généralistes qui vont vous proposer des produits un peu standards et des produits peut-être des fois maison. Donc ils vont essayer de vous vendre un petit peu, bah, leurs solutions, qu'ils ont, au sein de leurs établissements. Et vous avez, soit des banques en ligne qui vont vous permettre, elles, d'avoir des choses un peu plus larges, mais il faut accepter de se débrouiller seul et de faire ses choix seul. Et vous avez les derniers établissements qui sont bah, soit les établissements, on va dire, indépendants ou les banques privées, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui vont pouvoir avoir des palettes d'investissement beaucoup plus larges. Après, il faut faire attention aussi au type de rémunération que vont avoir les personnes qui vont vous conseiller, mais en fonction d'où vous allez entrer et de quel établissement vous allez choisir, vous serez dirigé vers des solutions soit plutôt standards, soit plutôt personnalisées. Et comment je peux être, consciente, comment, comment comparer les offres des banques? Est-ce qu'il y a un dominateur commun qui me permet de comprendre, les produits X de banque Y avec les produits X de banque, Z? Globalement, enfin, soit vous savez très bien, dans quoi vous vous engagez. C'est-à-dire que lorsque vous entrez dans une banque un peu, généraliste, pour pas les citer, les BNP Paribas, les Sociétés Générales, les LCL, vous savez que vous allez rentrer dans quelque chose où il faut rentrer un petit peu dans le standard de ce qu'ils vous proposent eux. Hem Et vous pourrez, je pense, aller voir sur internet, les différentes, alternatives et comparer un petit peu le type de produit. Après ça sera aussi beaucoup une affaire de personnes, c'est-à-dire que dès lors que, vous irez sur des choses un peu plus indépendantes, bah, ça sera l'humain que vous aurez en face de vous qui fera la différence et qui pourra vous expliquer un petit peu, heu, comment c'est rémunéré, comment c'est investi, comment c'est diversifié, comment, la tarification est appliquée. Mais c'est vrai que, dans ce cadre-là, il faut vraiment faire attention à tout ce que vous allez pouvoir lire, à tous les documents qu'on va vous transmettre, pour pouvoir comparer et comprendre un petit peu les différences de chacun. Et qui peut m'aider à relire les documents que les banques proposent pour comprendre les clauses qui sont dedans? Ouais, alors là, c'est si vous avez un ami personnel qui travaille dans ce milieu-là, ça peut être très favorable. Sinon internet sera d'une grande aide aussi, mais il y a pas de réponse, spécifique pour ça. Bon, moi, je pense que je peux donner une réponse parce que, par exemple, mon accompagnement aux entrepreneurs fait partie de ce genre d'externalisation. Lire les contrats de 30 pages avec les petites polices et plein d'astérix, c'est exactement ça que moi je connais, je le fais tous les jours. Donc, je sais qu'il y a la différence, entre les conditions générales et il y a la différence entre les conditions particulières. Je sais qu'il y a des conditions qui sont négociables et d'autres non. Est-ce que c'est ça le cas? Ah oui, bah, très clairement, c'est sûr que si vous avez la chance d'avoir un petit peu un professionnel, qui est dans ce métier-là ou dans ce domaine d'activité-là, ça vous permet d'être, mieux renseigné et très clairement, comme tu le dis Maria, la lecture d'un contrat, va être une grande aide pour pouvoir, faire la différence entre certains produits et effectivement, tu parlais des conditions générales et conditions particulières. C'est bien dans les conditions particulières qu'on va voir la différence entre, plusieurs établissements financiers.
Super, donc c'est la grande attention doit être focalisée sur la lecture de conditions particulières qui sont négociables et en fonction de la maison, de la banque, on a, plus ou moins de pouvoir de discuter avec un représentant de la banque. Oui, après très clairement, il faut savoir que, si vous acceptez d'être, vers une banque, on va dire classique ou une banque privée, en tout cas une banque qui vous permet d'avoir accès à une personne en face de vous, qui vous est dédiée et qui vous conseille, ça vous permettra toujours, d'aller discuter de ces conditions particulières. Déjà de les comprendre, de voir comment elles sont construites et ensuite, d'aller un peu challenger ces conditions particulières en sachant que même si la personne en face de vous aura pas tout pouvoir de négociation. Heu je pense que ça reste une relation humaine. Si vous êtes, hem, si je puis dire, agréable, avec une bonne entente avec la personne que vous avez en face de vous, je pense qu'une négociation des conditions particulières pourra se faire assez facilement et en réalité, beaucoup de choses sont négociables dans ces conditions particulières. À contrario, vous choisissez d'aller sur une banque en ligne. Le principe d'une banque en ligne, c'est que vous vous débrouillez seul et du coup, vous savez très bien que les conditions particulières qui seront mises en place, elles ont, déjà été négociées pour la masse de clients qui auxquels c'est proposé et il y aura assez peu de négociations possibles étant donné que vous n'avez pas d'humain en face de vous. OK, super. Peut-être, en allant vers la fin de notre entretien et encore dernière question, en étant entrepreneur, est-ce que c'est vraiment faisable? Est-ce que j'ai de pouvoir? Est-ce que les banques me considèrent comme une actrice importante? Parce que je sais que, par exemple, dans le cas de contrat de crédit immobilier, c'est pas évident d'être accordé un crédit si je suis à mon compte. Est-ce que c'est le cas? Alors, c'est vrai que, les banques plus standards, aimeront beaucoup les profils plus classiques de CDI, entrés, depuis 10 ans dans une société. Dès lors que vous êtes à votre compte, il faudra prouver un peu, l'historique de votre relation. Donc ce sera quand même beaucoup plus facile, si vous connaissez votre banquier depuis, 5 ans, 10 ans et que vous pouvez démontrer, même si c'est un lancement d'activité qui est récent, que vous avez une fiabilité, que, vous vous lancez dans des projets, qui fonctionnent et vous êtes en capacité de faire, les bons choix et que les activités passées, se sont, bien passées. Ça permettra d'appuyer le dossier et de pouvoir accorder plus facilement, des financements et une partie de négociation par la suite. Et est-ce que c'est possible d'avoir, par exemple, un garant qui peut garantir au cas où les prêts? Ça peut, ça dépend dans quelles circonstances, mais ça peut. Heu, on va dire que malheureusement la chose la plus facile, qui nous permettra d'appuyer notre dossier, c'est si vous avez des liquidités dans l'établissement, si vous êtes rémunérateur pour la banque parce que, soyons très transparents, un client qui a très peu d'épargne et qui ne fonctionne très peu avec la banque aura assez peu de pouvoir de négociation, dès lors que vous avez un dossier qui est solide, vous travaillez de manière historique avec la banque et vous avez un système d'épargne qui fonctionne bien, ça permettra beaucoup plus facilement d'aller appuyer un dossier. OK, super. Merci, beaucoup pour toutes ces astuces et aussi, description de fonctionnement de banque, de l'intérieur. J'espère que cela aide à notre public pour mieux voir et entendre, comment s'y prendre, que c'est faisable, qu'on peut poser des questions, qu'on peut négocier parce que, en face de nous, il y a pas que de système, il y a des gens qui créent le système. Oui et puis très clairement, faut pas hésiter, hein, c'est un monde de commerce, les banquiers ne vous en voudront pas d'essayer d'aller négocier, tel taux ou tel frais. On est habitué à ce genre de choses, donc il faut juste savoir se lancer. OK, donc la recommandation, ça serait de foncer, d'oser, d'être audacieuse en étant une entrepreneuse. Oui et puis de manière surtout moi je trouve le plus important, ça reste de l'humain, de faire ça, de manière intelligente et de manière, agréable, surtout de ne pas s'énerver, de ne pas être dans la violence, ça ne fonctionnera pas ces méthodes de négociation-là. Enfin je pense que Maria, tu connais mieux ce domaine que moi.
Ah, merci beaucoup. C'est vrai, ce sont de bons conseils. Pour en avoir plus, je vous invite à s'abonner, à la chaîne, à rester avec moi, fais un petit commentaire, si, tu as aimé cette vidéo-là et à la prochaine. Merci Justine. Merci Maria.